Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'une affaire assez banale, mais qui a quand même sa part de cruauté, qui mit le Canada dans un grand effroi. En effet, nous allons parler de l'affaire Luca Magnotta. Mais quel est donc ce crime et qui est Luca Magnotta, le protagoniste de cette triste affaire? C'est ce que nous vous proposons ensemble de découvrir ce soir dans ce nouveau JTR. C'est le 25 mai 2012 que tout d'abord, le Canada, puis le monde entier qui se voit choqué par des images insoutenables. Un crime diffusé pratiquement en direct. Un meurtre sanglant et cruel. Bonsoir Arnaud, bonsoir chers abonnés. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons d'un crime 2.0 qui fut filmé et diffusé en masse sur les réseaux sociaux. L'auteur présumé de ce crime est Luca Magnotta. Il était alors âgé de 30 ans au moment des faits. Avant de parler en détail de ce crime, il est important de connaître la vie de ce criminel en puissance. Luca n'en était donc pas à son premier crime. En effet, celui-ci a déjà effectué des crimes contre les animaux, les tuant de sang-froid et le postant sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a en effet un passé plutôt trouble, celui-ci travaillant comme escort boy, ou si vous préférez, une prostituée masculine. Il a aussi été dans quelques films pornographiques. Ce n'est pas tout. Le jeune homme a essayé de se créer une notoriété depuis le net ou encore à la télévision. Celui-ci désirait une marque de son existence. En effet, Alison, cela est plus que probable. Mais retournons sur les faits, et plus précisément en 2010, soit 2 ans avant le crime, une vidéo est postée anonymement sur le net, une vidéo de meurtre, je ne peux pas le dire autrement, de 2 chatons. Pour raconter les faits, ce que nous voyons est un peu bizarre. Au début, rien de particulier, on voit simplement un jeune homme jouer et caresser 2 petits chatons. Jusqu'à ce qu'un petit peu après dans la vidéo, tout bascule. Celui-ci les attrape, les met dans un sac, et en retire l'air par le biais d'un aspirateur. Cela me rappelle que d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, il me semble qu'il y a un documentaire qui parle de ce sujet. En effet, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Don't Fucking With Cat, où on suit tout simplement l'histoire de 2 protagonistes, internautes, qui ont vu la première vidéo et qui décident de se mettre à la course-poursuite de notre criminel. Et malheureusement d'ailleurs, cela ne s'arrête pas là puisqu'une deuxième vidéo, quelques temps plus tard, est postée où l'on voit tout simplement le protagoniste mettre le corps des 2 petits chatons au sein de son frigidaire. Bref, des faits déjà graves qui ne sont en fait que le début d'une longue dérive psychotique d'un homme devenant déjà une bombe à retardement. En effet, depuis la mise en ligne de ces premières vidéos, tout aurait pu, non plutôt, je me corrige, tout aurait dû être stoppé, et je m'explique sur mes propos. Malgré de nombreuses études psychologiques qui ont montré que les crimes animaliers étaient les prémices des tueurs en série, on peut voir qu'aucun crédit n'a été alloué à ces vidéos. L'adresse IP n'était pas modifiée et les enquêteurs auraient pu tout simplement mettre fin à tout cela. Peut-être attendait-il de voir si celui-ci irait plus loin. Pour le moment, nous n'en savons pas plus. Par contre, on pourrait citer notamment Frank Assion de l'université de Denver. Effectivement, celui-ci définit la cruauté envers les animaux pour un enfant comme un comportement sociable inacceptable qui laisserait présager des prémices d'un tueur en série. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent mène vraiment au comportement de tueurs en série adultes. Oui. Les psychiatres, suite à de nombreuses recherches, ont en effet déduit que la cruauté enfantine envers les animaux permet de percevoir les comportements une fois à l'âge adulte. Mais que dire à part que la vie animale est comme d'habitude très souvent sous-estimée, même quand elle pourrait donner lieu éventuellement à un avenir avec encore plus de sauvagerie.
Avant de parler plus en profondeur du crime, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à l'enfance de Luca Magnotta, parce qu'il y a eu des thèses qui ont été évoquées sur le sujet qui disent que l'environnement socio-culturel d'un enfant peut le mener sur une pente plus ou moins glissante, voire même sanguinaire dans son cas. D'ailleurs, je vous invite à lire la thèse que je bascule en description pour en savoir un peu plus sur le sujet. La mère du jeune homme prend sa défense et dévoile des photos et objets de famille au cours de son procès. Toutefois, elle ne s'étale pas sur le passé trouble du jeune homme et de leur vie familiale, une chose pourtant nécessaire. Et si j'ai bien compris, la mère ne dira absolument rien d'autre sur ce sujet. Non, absolument rien. La seule personne qui donnera plus de détails est son père, atteint de schizophrénie paranoïaque. Celui-ci dévoilera qu'ils n'ont pas été à l'école, Luca, son frère et sa sœur. C'était la mère qui s'occupait de l'éducation, et celle-ci, selon les dires du père, n'aurait pas fait très bon travail. Quand Luca entre enfin à l'école en 6e, celui-ci se retrouve seul, chétif et extrêmement timide. Il fut alors pris à part par ses camarades et subit certaines humiliations constantes. Il fit face aussi à l'alcoolisme de ses deux parents et à la maltraitance de sa mère et sa grand-mère. De son premier nom, Eric Clinton Kirk Newman a changé de nom pour Luca Rocco Magnotta en 2006. Suite à son changement de nom, il tombe malheureusement dans les travers du web, se prostitue et tombe dans une fausse gloire qu'il s'est lui-même créée sur le web. Voilà pour les informations trouvées au sein des archives sur l'enfance terrible de Luca Magnotta. Cela lui donne-t-il raison d'avoir fait ces crimes? Je ne pense pas. Mais par contre, on peut clairement dire qu'il aurait dû recevoir un traitement détaillé sur son état de santé, car je pense, sans trop m'avancer, même sans être scientifique, que celui-ci est atteint tout simplement d'une schizophrénie paranoïde, tout comme l'était son père. Si tu le veux bien, maintenant, retournons vraiment au crime, aux faits avérés, et sur cette fameuse vidéo qui a été largement diffusée le 25 mai 2012. La vidéo en question dure 11 minutes, et elle a été postée sur le site bestgore.com. Bien évidemment, je déconseille à quiconque d'aller sur ce site. C'est tout simplement un recueil de vidéos de crimes, de meurtres et de tout phénomène sanglant. C'est tout simplement à vomir. D'ailleurs, permets-moi de te couper, il me semble que ce site devrait être fermé par les autorités. En effet, on y voit de nombreux crimes commis et cela est juste dégoûtant et ça n'a rien à faire sur internet. En ce qui concerne la vidéo de ce crime, bien évidemment, nous ne la diffuserons pas. Tout d'abord, on voit un homme ligoté, à première vue déjà mort, sûrement égorgé. On peut y voir notre protagoniste, Luca Magnotta, prendre un couteau et une fourchette et découper un morceau de fesse de la victime. On ne sait pas si cet acte est un acte de cannibalisme ou un acte de barbarisme pur. La mise à mort, quant à elle, n'a pas été filmée. On peut entendre en fond sonore de cette vidéo la musique du film American Psycho. Le cadavre, quant à lui, a été mutilé, démembré et violé. Dès le 27 mai, Luca Magnotta annonce sur différents réseaux sociaux qu'il y aura un snuff movie, littéralement appelé One Lunatic, One Ice Pick, un fou, un pic à glace. Une folie bien répugnante qui n'en est qu'au début. À Ottawa, une découverte plutôt macabre dans les bureaux du Parti conservateur. Emmanuel Latraverse, et c'est pas une blague, il y a un colis qui a été envoyé au Parti conservateur et dans le colis, il y avait un pied humain. Le 29 mai 2012, un colis postal contenant un pied humain est directement reçu au siège du Parti conservateur du Canada à Ottawa. Il est taché de sang et est ouvert par sa directrice, Jenny Byrne, qui appelle immédiatement les services de police et qui prévient son chef de cabinet, le Premier ministre. Un peu plus tard dans la journée, la police d'Ottawa est contactée au centre de la poste. Celui-ci contient une main humaine. Elle était destinée au siège du Parti libéral. Au même moment, la police de Montréal est appelée par un concierge suite à la découverte d'un tronc humain. L'enquête est confiée aux enquêteurs du module de crimes majeurs des services de police de la ville de Montréal. Ils font appel à l'expertise du FBI pour tracer la vidéo du crime mise en ligne le vendredi 25 mai 2012. Ils identifient rapidement le suspect comme étant Luca Magnotta et lancent un mandat d'arrêt pan-canadien à l'origine d'une chasse à l'homme d'envergure mondiale. Voir sous les images du bureau de poste un individu qui est en ligne, qui attend d'être servi au comptoir.
et il y a un sac dans ses mains. Il semble avoir une boîte à l'intérieur qui donne à la personne au comptoir pour le poster. Et c'est la même personne que j'avais vue sous les images. Donc, j'ai informé l'enquêteur principal de la situation. La police, qui n'a pas encore retrouvé tous les morceaux du corps, identifie la victime le 1er juin comme étant Lin Chen. Il se faisait appeler Patrick Lin ou Justin Lin en anglais pour mieux s'intégrer au Canada. Il est né le 30 décembre 1978 dans la commune de Wuhan, à l'intérieur de Hubei, en Chine. Il s'était installé en juillet 2011 à Montréal pour effectuer des études d'ingénieur en sciences informatiques à l'université de Concordia à Montréal. En mai 2012, il s'est séparé de son concubin chinois avec qui il vivait à Montréal. Le 5 juin 2012, l'école George School ainsi que le conseil scolaire de Vancouver reçoivent tous deux un colis. Le premier contenant un pied humain et le deuxième une main. On ne sait absolument pas pourquoi ces endroits ont été désignés pour recevoir ces fameux colis. Par contre, ce que l'on sait de sources sûres, c'est qu'ils apparaissent tous deux comme appartenant à notre victime. Le lendemain même, la police découvre que Luca Magnotta a séjourné à Vancouver pendant une période indéterminée et il a même loué un appartement sous un pseudonyme, certainement pour pouvoir exercer sa profession de prostituée. Et d'ailleurs, le 4 juillet de la même année, des restes humains sont retrouvés à l'intérieur d'un parc à Montréal. Suite à l'identification, ces restes humains appartenaient eux aussi à Lin Jun. Suite à ces différentes découvertes, à ces différents colis retrouvés, une véritable course-poursuite se lance contre Luca Magnotta. Celui-ci est d'ailleurs d'ores et déjà en fuite, avant même qu'Interpol ne lance un avis d'appel pour le retrouver. Le 26 mai 2012, un témoin affirme avoir vu Luca Magnotta sur un vol Air Transat vers Paris. D'après celui-ci, après avoir dormi, Luca Magnotta semblait agité et fébrile. De nouveaux témoins décrivent Luca Magnotta à son arrivée à Paris. Il a les cheveux mi-longs, allure adolescente. Il porte un pantalon vert kaki et un t-shirt sur lequel est dessiné Mickey Mouse, la célèbre souris de chez Disney. À sa sortie, le jeune homme prend un taxi. Il est hébergé au début de la semaine à Clichy-la-Garenne, chez un homme rencontré sur un site internet, puis choisit un hôtel discret situé avenue de Gallieni, La Soumam, à Bagnolet, dans la proche banlieue est de Paris. Il apparaît calme et parle uniquement l'anglais aux dirigeants de l'établissement. Il réserve une chambre qu'il paye en espèces pour 8 nuits d'avance, en présentant un faux passeport au nom de Kirk Trammell, nom de famille inspiré de Catherine Trammell, un personnage du film Basic Instinct, joué par Sharon Stone. Décidément, le jeune criminel prend tout cela pour un petit jeu malsain avec la police. 4 jours après la fuite de Magnotta, soit le 31 mai 2012, la police, via Interpol, émet une notice rouge d'arrêt international et la presse canadienne donne déjà des nouvelles du départ de Magnotta en France. Dans nos recherches, on a pu voir que la police française a d'abord décidé d'effectuer des recherches ciblées dans les hôtels de l'agglomération parisienne. Et elle a établi avec certitude que le suspect a atterri à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, et ce, le 27 mai. Il aurait alors logé 2 nuits dans un hôtel des quartiers des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris pour ceux qui connaissent, et ensuite il a été signalé dans un hôtel de Bagnolet le 2 juin 2012. On est quand même bien plus loin, à Saint-Denis. Mais en réalité, ce que personne ne sait, c'est que Luca Magnotta a bel et bien déjà quitté le pays. Effectivement, mais à ce moment-là, la police française ne se doute de rien. En effet, Luca Magnotta a abandonné son téléphone portable dans le métro parisien afin d'activer différentes antennes relais qui faussent les recherches des enquêteurs. Cette idée de maître nous laisse présager que Luca Magnotta a prémédité sa fuite. La police remonte sa trace grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi et savent que Magnotta a pris un billet d'autobus à l'agence de la compagnie d'autocar Euroline du 18e arrondissement de Paris. On apprend ensuite que Magnotta s'est rendu dans la soirée à la gare routière pour emprunter un autocar Euroline vers 19h vers Berlin, en Allemagne. La police, en parallèle, retrouve une partie de ses affaires qu'il a laissées dans sa chambre d'hôtel. Rien d'important, revue pornographique et sac à vomi pris dans l'avion. Durant le trajet Paris-Berlin, il voyage sous le pseudonyme de Kirk Trammell, grâce à son faux passeport. Il arrive à la gare routière, à l'ouest de Berlin, le 1er juin 2012, vers 9h15. C'est également le 1er juin qu'un nouveau mandat d'arrêt est lancé. Magnotta est accusé de meurtre au premier degré, d'outrage à cadavre, d'envoi de matériel obscène par la poste
et de menaces à l'encontre du Premier ministre du Canada et de plusieurs députés fédéraux qui ne sont pas nommés dans le mandat. Le 14 juin 2012, peu avant midi, Luca Magnotta se rend dans un cybercafé dans le quartier populaire de Berlin-Neukölln, au sud de la ville, où le gérant l'installe au poste numéro 25. Son visage lui semble familier, mais il ne le reconnaît que lorsque ce dernier consulte des sites français qui reprennent une série d'articles à son sujet et rappellent son avis de recherche. Mais la chasse ne s'arrête pas là. En effet, un gérant avertit les autorités une première fois, puis une seconde fois, en arrêtant une voiture de patrouille conduite alors par des policiers qui passaient par là. Luca Magnotta est finalement arrêté sur place, peu après 13h30. Il donne une première fausse d'identité, mais ensuite il se résigne en rétorquant « Vous m'avez eu ». Il est arrêté par la police allemande, dans le calme, et ressort menotté. Sous l'œil d'une caméra de surveillance, il est alors les cheveux courts et blond peroxydé. Cette course-poursuite est enfin terminée. Mais les déplacements de son protagoniste principal, eux, ne le sont pas, car il faut maintenant parler de son extradition vers son pays d'origine, le Canada, où il va bientôt être jugé par son propre pays et pour les crimes qu'il a commis là-bas. Luca Magnotta a donc été en fuite, puis arrêté le 4 juin 2012 en Allemagne. Je vous rappelle les faits, il est accusé de crimes avec préméditation, d'outrage à cadavre et de publication de vidéos offensantes et violentes sur le net. Là-dessus, on retiendra aussi l'harcèlement politique et l'envoi de colis obscènes aux différents partis du Canada. Pour l'instant, il est inculpé et incarcéré à Berlin. Mais cela ne durera pas. Au lendemain de son arrestation, Luca Magnotta voit un juge au parquet de Berlin. Et il apprend par la même chose au Canada que Luca ne refusera pas son extradition dans le pays. Il est transféré le 5 juin 2012 dans l'une des principales prisons de la ville, dans le quartier de Moabi. Pas de nouvelles jusqu'au 18 juin 2012, où le ministère canadien de la Justice confirme les informations de la CBC, la radio canadienne si vous préférez, qui explique que Luca Magnotta n'est désormais plus en Allemagne, mais en provenance pour le Canada, sous forte escorte. En 2014, un documentaire intitulé « Luca Magnotta, sexe, gloire et meurtre » est consacré à l'affaire. Mais en août, la justice canadienne interdit sa diffusion afin d'éviter toute interférence avec le procès en cours. Suite à ces découvertes horrifiques et cette course-poursuite digne du film « Attrape-moi si tu le peux » de Steven Spielberg, il est maintenant temps de retourner à la tragique et monstrueuse mort et acte de barbarisme réel qu'a subi la dépouille de Lee Jun. Le docteur Dazé indique que Lee Jun est probablement mort d'avoir eu le cou tranché. Et celui qui l'a tué s'est ensuite acharné sur son cadavre, lui infligeant de multiples plaies et le démembrant à l'aide de différents outils. Il n'avait aucune plaie de défense. Voici donc les faits complets. L'étudiant chinois de 33 ans a été tué le 25 mai 2012 et son corps a été découpé en 10 morceaux. Le docteur Dazé, médecin légiste, a admis que l'autopsie avait été difficile du fait que les parties étaient putréfiées et qu'elle ne lui était pas parvenue en même temps. L'autopsie, qui se fait habituellement en une seule fois, s'est échelonnée dans ce cas-ci sur 5 jours non consécutifs, entre le 1er juin et le 5 juillet 2012. Le pathologiste a relevé que la plaie béante à la tête de Lee Jun a pu être faite de son vivant, probablement avec un marteau, et qu'elle peut avoir contribué à la mort, mais il n'est pas certain en raison de la décomposition avancée du crâne. Les nombreuses autres blessures ont été faites après la mort, assure-t-il. Le tronc, trouvé dans une valise, affichait 66 plaies, dont 55 pourraient avoir été causées par le tournevis hexagonal trouvé dans les ordures près de chez Magnotta. Des coupures ont aussi été relevées sur les membres, trouvés pour leur part dans des sacs à ordures. Les mains et les pieds avaient été envoyés par la poste, à Ottawa et à Vancouver. Fait particulier, les empreintes de tous les doigts de la main gauche avaient été irrégulièrement découpées. Des lacérations ont été notées à l'anus et au rectum du cadavre. Il y avait une fracture du coccyx. En réponse à une question du procureur de la Couronne, le docteur Dazé a répondu que oui, ces blessures ont pu être causées par une bouteille de vin. Le docteur Dazé pense que plusieurs outils différents ont été utilisés pour frapper la victime et la démembrer. Un marteau, une scie oscillante électrique, un tournevis et des couteaux entre autres ont été trouvés dans les ordures de Magnotta. Le docteur Dazé croit qu'un couteau a pu servir à couper les tissus mous,
mais que la scie électrique a pu être utilisée pour couper les os du cou sans pouvoir l'affirmer. Le pathologiste a toutefois révélé que pour le démembrement, les os ont été fracturés et non pas coupés. Ces fractures ont été faites par une arme contondante, a-t-il dit. Des analyses toxicologiques ont démontré que Lee Jun avait pris du temazépam, somnifère, et du Benadryl. Questionné par la couronne sur la vidéo du meurtre, le docteur Dazé a admis qu'il ne l'a jamais regardée et qu'il ne voulait pas teinter son expertise par des images dont il ignorait la provenance, a-t-il dit. Et je vois assez de choses dégueulasses dans mon travail. Je n'avais pas besoin d'en voir plus, a-t-il ajouté. Rappelons que Magnotta est accusé du meurtre prémédité de Lee Jun, d'outrage à son cadavre, production de matériel obscène, utilisation de la poste pour diffuser du matériel obscène et harcèlement contre Stephen Harper et les membres du Parlement. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà assez troublant à énumérer et on est vraiment dans un film d'horreur, malheureusement bien réel. Le procès débute le lundi 29 septembre 2014 à Montréal, en présence du père de la victime qui a quitté son emploi en Chine afin de pouvoir assister aux audiences au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le premier jour, Luca Magnotta reconnaît avoir tué Lee Jun, mais plaide non coupable en raison de son état de santé mentale au moment des faits. Et sa défense veut en profiter et veut le rendre pénalement irresponsable par rapport au fait de la certainement schizophrénie dont il souffre. Heureusement, le 23 décembre 2014, Luca Magnotta est reconnu coupable de meurtre premier degré avec préméditation et de tous les autres chefs d'accusation portés contre lui. Il est alors condamné à réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En janvier 2015, il fait appel, mais il abandonne ensuite celui-ci au bout de quelques mois. Après sa condamnation, il obtient des soutiens via différentes pages Facebook, l'une d'entre elles étant Free Luca Rocco Magnotta, tenue par son fan club. Certaines personnes postent des messages d'amour, des photomontages et des mémos pour ne pas oublier son anniversaire ou de lui envoyer une carte à Noël. Venons maintenant aux faits les plus aberrants de cette histoire. En juin 2015, Luca Magnotta fait à nouveau parler de lui en s'inscrivant sur un site de rencontre spécial pour détenus. Oui, cela existe. Canadian Inmate Connect INSEE. Il déclare avoir retiré son annonce et écrit une lettre à la créatrice du site, lui indiquant avoir trouvé, je cite, son prince charmant. Il se vante de vivre dans une prison dorée et il est transféré 3 mois plus tard vers un établissement de très haute sécurité à Port-Cartier. Je pense que les autorités n'ont pas apprécié ces moqueries. Encore une fois, Luca n'a pas fini de faire parler de lui. En juin 2017, il va se marier dans sa prison. La noce est prévue le 26 juin 2017 dans le centre pénitentiaire de Port-Cartier au Canada. Le témoin du dépeceur de Montréal, comme on l'appelle, sera alors sa mère, Anna Yurkin. 2 prisonniers condamnés pour meurtre décident alors de se marier. Pour rappel, Luca Rocco Magnotta a tué en mai 2012 son ex-petite amie, Lee Jun. Anthony Jolin, quant à lui, a fait de même et a tué son petit ami en le poignardant. Voilà une histoire qui aura fait couler beaucoup de sang et d'encre. Un criminel se jouant des autres et de la police. Jusqu'au jour où celle-ci le rattrapa. Il est intéressant de noter que malgré tout, la justice permet à ce genre d'individus de vivre pratiquement une vie normale en prison. Suite aux actes qu'ils ont commis. Mais qui sommes-nous pour juger? J'espère que cet épisode spécial vous aura plu, fait en duo. Et nous allons maintenant vous laisser, car d'autres affaires nous appellent. On vous dit à bientôt dans un nouveau JTR.